Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. 2 ans après les attentats du 13 novembre, une journée de commémoration, Emmanuel Macron, en présence de François Hollande, a rendu hommage aux victimes de ces attaques. Nous reviendrons dans cette édition sur la lutte contre le terrorisme avec cette question: sommes-nous mieux protégés qu'en 2015 ? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat, c'est parti. Si les sénateurs cautionnent les choix du gouvernement en matière de santé, ils s'opposent à l'augmentation de la CSG pour les retraités. Est-ce la bonne option pour maintenir la compétitivité en France? La réponse avec mes invités. Un déplacement à Clichy-sous-Bois pour faire oublier son image de président des riches. Le chef de l'État se rend au chevet des habitants des quartiers populaires pour lancer notamment sa politique de la ville, développement des emplois francs ou renforcement des services publics devrait faire partie des annonces. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner. Cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Le budget de la sécurité sociale débattu en séance au Sénat. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a présenté ses objectifs aux sénateurs. Je vous propose de l'écouter. Sans équilibre des comptes, il n'y a pas de confiance possible à moyen et long terme. 2017 verra les comptes de la sécurité sociale s'améliorer de 2,6 milliards d'euros par rapport à 2016, avec toutefois un déficit encore important de 5,2 milliards d'euros. En 2018, le déficit devrait à nouveau se réduire de 3 milliards d'euros par rapport à 2017. C'est une trajectoire en ligne avec l'objectif fixé par le Premier ministre dans son discours de politique générale d'un retour à l'équilibre à l'horizon 2020. Suivre ce chemin exigeant, c'est aussi faire des choix. Mais c'est ouvrir à nos concitoyens la perspective nouvelle de la fin du déficit de la sécurité sociale et c'est offrir aux jeunes générations une protection sociale débarrassée de la dette sociale accumulée au cours des 20 dernières années. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec Alain Milon, c'est le président de la Commission des affaires sociales ici au Sénat. Absolument, bonjour Alain Milon. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce PLFSS, le premier du quinquennat Macron? Dans un état d'esprit d'analyse et beaucoup d'espoir, surtout à la suite des annonces qui avaient été faites par la ministre de la Santé en matière de santé. La suppression du tiers payant, vous savez que l'année passée, nous avions voté contre ici au Sénat, donc ça nous satisfait. Suppression du tiers payant généralisée. Ensuite, la mise en place des 13 vaccins obligatoires. Nous sommes particulièrement favorables à cette mesure, comme d'autres mesures sur la santé qui nous semblent efficaces et particulièrement intéressantes. Un peu moins sur les problèmes de financement de la sécurité sociale. Alors justement, en commission, le texte qui est examiné est le texte de la commission. En commission, les sénateurs ont supprimé la hausse de la CSG pour les retraités. Bruno Retailleau, le chef de file, le patron des sénateurs Les Républicains, parle d'une vraie injustice, d'un coup de massue sur le achat. Quelle est votre position là-dessus? La même position. Bruno Retailleau. Nous aurions, nous, préféré qu'il y ait une augmentation de la TVA à 20%, évidemment, pas de la TVA de base. Mais bon, le gouvernement a décidé la CSG. Nous avons regardé le budget de la sécurité sociale. Nous nous sommes aperçus que si nous supprimions la CSG pour le troisième âge, pour les personnes âgées, pour les retraités, il n'y aurait pas de conséquences sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, nous avons décidé de supprimer cette CSG en affirmant bien que les 4 milliards de TVA de la sécurité sociale vers le budget de l'État restent évidemment dans le budget de la sécurité sociale. Après, il y a à rééquilibrer le budget de l'État, mais ce n'est pas le budget de la sécurité sociale. Alors en ce qui concerne l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, le rapporteur général Jean-Marie Van Lerenbergh estime que le projet va vers l'équilibre, ce retour à l'équilibre des comptes dont d'ailleurs la ministre a parlé là dans la discussion générale. Est-ce qu'il est à mettre au crédit du précédent gouvernement ?
Il est à mettre au crédit de l'ensemble des gouvernements, des précédents gouvernements, sans exception aucune, faite au niveau de la succession des présidents de la République. Je pense qu'il est à mettre au crédit de la reprise de l'activité économique, de la reprise d'une augmentation des embauches et des CDI, et de la reprise d'une augmentation des cotisations. Mais je voudrais ajouter qu'on est quand même en train de constater un changement de paradigme sur le financement de la sécurité sociale, puisque actuellement, malgré l'augmentation des emplois créés, malgré l'augmentation des recettes de cotisation, les cotisations de sécurité sociale ne participent plus que pour 52 à 53% de l'ensemble du financement de la sécurité sociale, alors que la sécurité sociale, elle, rembourse encore 75% des actes médicaux. Ça veut dire que la CSG, les taxes, les impôts commencent à prendre le dessus sur le financement de la sécurité sociale, ce qui veut dire qu'un jour, si on n'y prend pas garde, ce n'est plus le Parlement qui contrôlera le budget, mais carrément Bercy. Et on ne peut pas à l'avenir faire l'économie d'une réflexion là-dessus, c'est ça que vous nous dites ? On ne peut sûrement pas à l'avenir faire une économie de réflexion sur les changements de paradigme. Vrai pour le financement de la sécurité sociale, vrai pour les allocations familiales et pour la politique familiale, c'est déjà le cas en ce moment. Très bien, merci beaucoup. Merci Alain Milon d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Et je vous le disais en titre, la Commission des affaires sociales, on vient de l'entendre dans la bouche d'Alain Milon, a refusé la hausse de la CSG pour les retraités. Cela faisait pourtant partie des objectifs du gouvernement. Mais les sénateurs s'inquiètent du manque de compensation pour cette frange de la population. Explication Fabien Riquer. La hausse de la CSG pour les retraités ne passera pas la barre du Sénat. Prévue pour financer la suppression des cotisations sociales des salariés du privé, cette mesure a été retoquée en commission par les sénateurs qui s'inquiètent pour certains de la mise en place d'un système à l'anglo-saxonne. Le financement change de camp, c'est plus les cotisations qui financent, c'est les impôts. Et si c'est les impôts, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, c'est Bercy qui va tout contrôler. Quand Bercy contrôlera tout, quand il n'y aura plus d'argent dans les caisses, on arrêtera de soigner. La mesure serait surtout injuste, les retraités n'étant pas compensés par la baisse des cotisations salariales puisqu'ils ne travaillent plus. Quant à la suppression de la taxe d'habitation, tous n'en bénéficieront pas. La droite sénatoriale dénonce le matraquage du pouvoir d'achat des retraités. Les sénateurs centristes parlent, eux, d'incohérence et préconisent plutôt d'augmenter la TVA. Le groupe centriste a déposé un amendement dans ce sens. Le projet du gouvernement occasionne trop de difficultés, trop de charges pour les retraités dans ce pays. Donc nous allons d'abord créer le débat, je crois que c'est indispensable, et puis ensuite nous allons essayer de convaincre que notre amendement concernant la TVA peut être une alternative meilleure. Annoncée pendant la campagne par le candidat Macron, cette hausse de la CSG rapporterait 4,5 milliards d'euros aux caisses de l'État, qui n'iraient pas au financement des dépenses de santé, ont calculé les sénateurs. Des sénateurs qui soutiendront cependant l'effort de retour à l'équilibre des comptes de la Sécu. Et on reparlera de cette hausse de la CSG avec mes invités à 17h30. 2 ans après l'hommage de la France aux victimes du 13 novembre, Emmanuel Macron, accompagné de François Hollande, s'est rendu sur les 6 lieux des attaques terroristes qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. Une journée de commémoration marquée par une forte émotion. Audrey Vuettaz. 6 lieux d'attentats, 6 hommages en présence du chef de l'État Emmanuel Macron. Pour se souvenir des 130 morts et des 683 blessés dans les pires attentats que la France ait connus. Début de la série d'hommages près du Stade de France, en présence notamment de François Hollande. Présents également Gérard Larcher et François de Rugy, les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à respecter 1 minute de silence. Puis direction les terrasses des 10e et 11e arrondissements. Le Carillon, le Petit Cambodge, le comptoir Voltaire, la Bonne Bière, la Belle Équipe. À chaque fois, un dépôt de gerbe avec la maire de Paris Anne Hidalgo et 1 minute de silence. Aux 13 vies fauchées en ces lieux. Des cérémonies courtes, sobres, volonté du président et des familles de victimes. À chaque fois, le président et sa femme Brigitte Macron prennent le temps de saluer les familles, les forces de l'ordre et le personnel de santé à l'œuvre ce soir-là. Dans le cortège, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, François Hollande toujours, le trio exécutif qui était à la tête de l'État au moment des attentats. Claire, métro, Taprez. Devant le Bataclan, une série interminable de noms rompt le silence. Cédric Mauduit. Isabelle Merlin. 90 noms
90 vies fauchées dans un huis clos infernal. L'émotion est à son comble. Emmanuel Macron submergé devant le père d'une des victimes. La matinée se termine avec un concert surprise des Eagles of Death Metal. Le groupe qui se produisait au Bataclan le soir du 13 novembre. 130 ballons s'envolent enfin dans le ciel de Paris, en mémoire des victimes. Une image que l'on pourrait ne plus voir l'année prochaine. Emmanuel Macron ne souhaiterait plus prendre part aux cérémonies d'hommage. Et ces attentats ont plongé la France dans l'ère du terrorisme de masse, obligeant les politiques à adapter leurs réponses en matière de sécurité. Flora Sauvage. Après les attentats du 13 novembre, l'exécutif apporte une double réponse politique et sécuritaire. François Hollande réunit le Congrès à Versailles 3 jours après les attentats. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts. Au menu des échanges, d'échéance de nationalité pour les binationaux, l'état d'urgence prolongé de 3 mois et la création de 5000 postes de policiers et de gendarmes. Mais l'une des mesures phares de l'exécutif, la déchéance de nationalité pour les terroristes, va tourner au fiasco. Le principe ne sera finalement pas inscrit dans la Constitution. 4 mois après, cette unité n'est plus au rendez-vous. C'est un immense regret. Car comment ne pas regretter cette incapacité à nous rassembler et à nous mettre à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français. Au plan international, le chef de l'État décide aussi d'intensifier ses frappes en Syrie au lendemain des attentats du 13 novembre. Notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Dans son communiqué de revendication des attentats, l'organisation État islamique dénonçait les frappes comme un motif d'explication des attaques. Voilà pour la réponse politique. On va voir à présent la réponse législative avec vous, Tam Tranui. Bonjour. La première réponse, eh bien, ça a d'abord été 2 ans d'état d'urgence. Et oui, l'état d'urgence qui a d'abord été instauré par un décret pris en Conseil des ministres le 14 novembre 2015 à minuit, juste après les attentats. Un état d'urgence qui a ensuite été prolongé 6 fois puisque la France a vécu sous ce régime d'exception pendant 719 jours, quasiment 2 ans. L'état d'urgence n'ayant pris fin d'ailleurs que le 1er novembre dernier. Ce régime a permis, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, de transférer au ministère de l'Intérieur des pouvoirs réservés en temps normal à l'autorité judiciaire. Oui, plus précisément, quelles mesures prévoit l'état d'urgence, Tam ? Eh bien, l'état d'urgence, d'abord, il restreignait certaines libertés. Par exemple, les déplacements, il interdisait le séjour dans certaines parties du territoire à toute personne qui pouvait créer un trouble dans l'ordre public. Il pouvait interdire certaines réunions, permettait de fermer des lieux, notamment des lieux de culte, ou encore d'interdire des manifestations. Et puis, les 2 mesures qui étaient les plus emblématiques, mais aussi les plus contestées, c'était d'abord l'assignation à résidence pour toute personne qui était jugée dangereuse, et ensuite la perquisition administrative décidée par le ministère de l'Intérieur et le préfet sans le contrôle d'un magistrat et sans limitation horaire. Vous disiez, Tam, aussi que l'état d'urgence est terminé. C'est la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui a pris le relais. Que prévoit-elle ? Eh bien, le gouvernement a jugé que l'état d'urgence devait rester temporaire, qu'il devait rester justifié par des circonstances exceptionnelles. Et face au caractère durable de la menace terroriste, eh bien, il a fait rentrer certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. La loi du 30 octobre qui vient d'être promulguée comporte 4 mesures phares. Tout d'abord, eh bien, les assignations à domicile légèrement moins contraignantes que les assignations à résidence. Les perquisitions administratives qui désormais aujourd'hui eh bien, sont soumises à l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Il y a également eh bien, la fermeture des lieux de culte. Enfin, l'instauration d'un périmètre de protection pour assurer la sécurité d'événements ou de lieux particulièrement exposés. Il faut également noter qu'en plein état d'urgence, il y avait déjà eu une première loi antiterroriste promulguée le 3 juin 2007 dont l'objectif était de donner aux magistrats, aux procureurs de nouveaux moyens d'investigation et de garantir eh bien, une meilleure détection et prise en charge de la radicalisation. Oui, alors la Chambre haute qui a joué un rôle très actif, il faut le dire, Tam, sur ce sujet ces 2 dernières années. Et oui, effectivement, la Chambre haute a beaucoup travaillé, tout d'abord eh bien, sur le suivi de l'état d'urgence. Alors,
Et je rappelle que effectivement, il y a eu également un fiasco de la révision constitutionnelle qui a été marquée par la question de la déchéance de nationalité. Le 16 novembre 2015, eh bien, François Hollande annonce cette déchéance de nationalité pour les binationaux. On l'a entendu dans le sujet tout à l'heure. À l'époque, le président de la République joue un petit peu sur le climat d'union nationale post-attentat. Il reprend à son compte une mesure qui a été défendue par l'extrême droite et par la droite. Et mars 2016, eh bien, c'est l'échec de la révision constitutionnelle puisque cette déchéance de nationalité devient une véritable pomme de discorde. Et c'est d'ailleurs le Sénat qui a enterré la déchéance de nationalité en votant un texte différent de l'Assemblée. Le Sénat, qui vous l'avez dit, a joué un rôle important tout au long de cette période. On peut prendre l'exemple de travaux de fond qui ont été menés par le Sénat. Par exemple, la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes qui a rendu des conclusions dès avril 2015. Elle avait commencé ses travaux avant même les attentats de Charlie, sous l'égide de Jean-Pierre Serre, sénateur socialiste, et de Nathalie Goulet, sénatrice centriste. Notez également le rôle de suivi, d'encadrement du Sénat de l'état d'urgence. Le Sénat qui a joué un rôle de garant des libertés publiques. Et d'ailleurs, il va continuer puisque, pour la prochaine loi antiterroriste, l'actuelle loi antiterroriste qui est aujourd'hui en place, il y a également une mission d'information qui a été instaurée, dont le rapporteur est le nouveau sénateur Marc-Philippe Daubresse, sénateur Les Républicains. Merci beaucoup, Tam. Et on va continuer le débat sur ce thème. La loi nous protège-t-elle des attentats? 2 ans après, est-on mieux protégé? C'est le thème du premier débat de Sénat 360. Et j'accueille sur ce plateau Éliane Assassi. Bonjour, vous êtes la présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Julien Bargeton. Bonjour, sénateur bonjour. La République En Marche de Paris. Merci d'être avec nous. Rémi Féraud nous a également rejoint sur ce plateau, sénateur socialiste de Paris. Et j'accueille enfin Philippe Dallier. Bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis. Vous avez participé, vous tous, aux hommages aujourd'hui à ces hommages républicains à ces victimes des attentats. Première question pour vous, Éliane Assassi, puisqu'on voit aujourd'hui, et Tam Tranui l'a rappelé à l'instant sur notre plateau, la multiplication des lois antiterroristes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on est mieux protégé qu'en 2015 des attentats? Écoutez, si l'on part du principe que le risque zéro n'existe pas, je serais bien en peine de répondre à cette question. D'abord, je voudrais quand même dire ici que je pense beaucoup aux familles des victimes et aux victimes de ces attentats. Mais je crains que malheureusement, si la France ne s'attaque pas à des problèmes de fond et que le risque zéro n'existe pas, je crains que malheureusement, on pourrait, je le dis bien au conditionnel, voir en France encore de tels attentats. Quels outils faut-il, parce que c'est de ça dont il s'agit, quels outils faudrait-il mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats? Je vous avoue que je suis un peu dubitative sur les mesures qui ont déjà été prises. Et dès lors qu'on ne s'attaque pas au fond de la question, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je reconnais cependant que le Sénat a fait un excellent travail sur le sujet, par les commissions d'enquête qui ont été créées, par le comité de suivi aussi de l'état d'urgence qui a été mis en place ici au Sénat, présidé par le président de la commission des lois à l'époque, mais qu'on n'est qu'aux prémices un petit peu des éventuelles réponses, s'il y a des réponses sur ce sujet. Mais je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous ne sommes pas à l'abri encore aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai que la menace terroriste, elle est permanente. Elle n'a jamais diminué, Philippe Dallier, depuis 2015. Est-ce que les pouvoirs démocratiques sont parfois démunis face à cette menace terroriste ? Je ne dirais pas démunis, parce qu'on donnerait le sentiment qu'il n'y a strictement rien à faire et qu'à subir les événements qui viennent. Il est vrai que nous avons à plusieurs reprises adapté notre droit. Alors ça a pu en surprendre certains, ça a donné lieu effectivement à beaucoup de débats. Est-ce qu'il fallait ou non introduire dans la loi
pas ce qui relevait précédemment de l'état d'urgence. Comme ça a été rappelé, je pense que le Sénat a joué un rôle très important et je pense que nous sommes parvenus à un bon compromis. Compromis qui permet de donner aux forces de l'ordre un certain nombre de moyens dont elles ont besoin pour essayer de prévenir les attentats, et compromis qui garantit également de l'autre côté les libertés publiques le plus possible dans un contexte qui est toujours un contexte extrêmement risqué. Je crois que personne ne pourrait dire sur un plateau ou écrire que quelques dispositions que ce soit puissent nous garantir que plus jamais nous ne revivrons le cauchemar que nous avons vécu en 2015. Et d'ailleurs, ça vient de bien plus loin, parce qu'on pourrait parler de Toulouse, on en a parlé à l'occasion du procès. Enfin, voilà, c'est tout cela qu'il faut prendre en considération, et au pouvoir public, au gouvernement d'un côté et aux législateurs de l'autre, d'essayer de nous donner des moyens les plus efficaces possibles. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Rémi Féraud, vous avez été au contact des victimes, des familles des victimes. Que vous disent-elles justement? Est-ce qu'elles se sentent protégées? Certaines ont pu être inquiètes, notamment de la sortie de l'état d'urgence. J'étais maire du 10e arrondissement, donc j'ai vécu évidemment au premier plan ces attentats. Je sais aussi que des attentats de cette ampleur sont un choc et que la menace est toujours aussi élevée. Ensuite, depuis 2 ans, maintenant plus de 2 ans, évidemment que le niveau d'efficacité de la France s'est élevé par des mesures législatives, mais aussi par des moyens et l'expérience acquise. Il faut d'ailleurs noter qu'en 2017, je crois qu'il y a eu 3 morts terrorisme en France. Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées, les 2 jeunes filles à Marseille, mais il y a eu beaucoup plus d'attentats empêchés. Ceci dit, nous savons que le risque est 13 toujours... attentats ont été déjoués depuis le début de l'année, ce sont les chiffres du ministère. Donc il faut aussi saluer cette efficacité des services, qui ne tiennent pas qu'à des mesures législatives, mais aussi aux moyens donnés, à l'expérience acquise, au professionnalisme. Mais il faut s'inscrire dans la longue durée. Nous savons qu'il y aura d'autres attentats, d'autres tentatives. Il faut essayer qu'ils soient le plus souvent déjoués possible, qu'ils fassent le moins de victimes possible. C'est cela le défi qui est devant nous. Et cela correspond aussi à des modes opératoires qui peuvent être différents, des commandos qui peuvent être différents. Nous savons qu'il est très difficile de lutter contre la radicalisation dans l'ensemble de notre société. Bref, cela recouvre un champ qui est extrêmement large et une volonté publique qui doit s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire sur des années et des années. Julien Bargeton, sur cette question de l'état d'urgence, on sait qu'auprès de l'opinion publique, généralement, l'état d'urgence avait plutôt valeur de symbole, mais un symbole important, les gens se sentent protégés. Est-ce que justement, c'est compliqué d'expliquer aux gens qu'on est sorti de l'état d'urgence? D'abord, nous l'avons tous dit autour de cette table, aujourd'hui, c'est la journée du recueillement, du souvenir, et il faut le dire, de notre infinie tristesse. La Seine-Saint-Denis, Paris, frappé au cœur de sa jeunesse, des quartiers populaires, des quartiers vivants pour ce qu'elle est, pour ce que sont nos quartiers, c'est-à-dire des terres de liberté, d'espoir, tout ce que détestent les terroristes islamistes qui s'en sont pris à nos valeurs. Et c'est cela qu'il faut rappeler, et bien sûr penser d'abord aux victimes et à leurs familles, parce que nous sommes encore sous le choc. Et vous l'avez rappelé, avant il y avait eu Toulouse, après il y a eu Nice. Nous sommes en guerre contre ce terrorisme. La menace est permanente, elle est loin d'être achevée, malheureusement. On le voit aujourd'hui avec le sujet de la fin territoriale de Daesh, mais qui n'est pas, hélas, la fin de son activité. Et donc il faut se donner les moyens humains, remercier d'abord et avant tout les services publics, de la police, de la gendarmerie, bien sûr, les services hospitaliers, et pour continuer à améliorer notamment le renseignement, donc doter davantage les services de renseignement, et puis des moyens juridiques, vous l'avez dit. L'état d'urgence permettait un certain nombre de mesures. La loi de sécurité intérieure en reprend, les met sous certaines conditions de contrôle du juge notamment. C'est un bon équilibre, cela a été dit, qui renforce les moyens juridiques pour pouvoir lutter contre le terrorisme et qui protège nos libertés publiques. C'est cette perpétuelle recherche d'un équilibre que nous devons toujours chercher. Si nous ne respections pas nos valeurs, alors ça veut dire que ceux qui s'en prennent à nous auraient gagné, et ça, c'est hors de question. Et c'est toujours sur ce chemin qu'il faut aller. Alors, je comprends les interrogations, mais le travail qui a été fait au Sénat, cela a été souligné. On voit bien que nous sommes parvenus à un accord qui était en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes tendances, en grande partie des tendances confondues. Je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer à travailler. Et puis,
voilà, se dire qu'on peut parfois être en désaccord avec telle ou telle analyse, mais que nous devons être toujours unis face à ce péril qui est loin d'être terminé. Oui, c'est dans ce contexte, Éliane Assassi, que ce devoir de mémoire est particulièrement important et pourtant on nous apprend qu'Emmanuel Macron pourrait finalement ne plus être présent aux cérémonies d'hommage dans les années à venir. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, vous me l'apprenez. Je trouve que ce serait une erreur que notre République, incarnée notamment par le président de la République, ne soit pas partie prenante d'hommages rendus aux victimes, à toutes les victimes d'ailleurs, mais aux victimes d'attentats particulièrement. Mais je voulais revenir sur une chose. Je pense vraiment que le gouvernement devrait consacrer beaucoup d'efforts à renforcer nos services de renseignement. Parce que je pense qu'une des clés pour lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir des services de renseignement qui interviennent bien en amont, y compris au-delà de nos frontières, qu'au niveau européen aussi, il y ait alors il y a cette réforme de l'antiterrorisme avec la création d'une task force, Éliane Assassi. Donc tout ça mérite d'être discuté, mais il faut qu'on se donne de la force. Bien évidemment, moi j'évoque toujours les raisons qui font que Daesh existe aujourd'hui et des comportements, y compris de notre pays, à l'égard d'autres pays qui financent Daesh par la vente d'armes. Mais je crois aussi, et peut-être d'abord, à ce renforcement au niveau européen du renseignement et de l'intervention de nos forces de police. Et quant à la justice, moi j'attire l'attention, on peut dire qu'il y a un certain équilibre qui a été trouvé. Moi, je ne le partage pas, puisque que ce soit la justice administrative qui ait pris le pas sur ce type d'affaires n'est pas pour me rassurer. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de syndicats de magistrats qui s'élèvent contre les mesures qui ont été adoptées dans le dernier texte et particulièrement celles qui relèvent de l'état d'urgence et qui ont été intégrées à notre droit commun. Je crois qu'on est sur une ligne de crête dangereuse de ce point de vue. On va y venir si vous voulez bien, mais sur cette coordination des services de renseignement, Philippe Dallier, c'est vrai que parfois certaines attaques ont montré une coordination imparfaite, voire défaillante. On sait que le chef de l'État veut réformer ses services en créant une task force. Alors ça a été rebaptisé Centre national du contre-terrorisme. Est-ce que c'est la bonne réponse du gouvernement à la situation, selon vous ? Il n'y a pas une réponse unique, mais je pense qu'effectivement, en matière de coordination, il y a des choses à faire en France et puis au niveau européen et même mondial. Je crois qu'on l'a vu au travers des attentats qui ont pu se produire à Bruxelles, en Belgique, mais aussi ailleurs. On a besoin d'une plus grande coordination. S'il y a bien un domaine dans lequel l'Europe devrait effectivement faire de gros efforts, et je pense que ça serait très apprécié par tous nos concitoyens, c'est effectivement en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de coordination de nos politiques de lutte contre le terrorisme. Et là, je pense qu'il y a des marges de progression certaines. Alors que le président de la République veuille s'y attaquer, en commençant bien évidemment par la coordination ici en France, je crois que c'est une bonne chose. Bien évidemment, il faut des moyens supplémentaires, mais l'organisation des moyens est également un vrai sujet, et il est bien que cette question soit à nouveau posée. Ouais. Rémi Féraud, qui doit être au courant justement de ces actions de coordination du renseignement. Guillaume Larrivé, député LR, qui a jugé insuffisante la loi sur la sécurité intérieure, propose par exemple l'information d'un groupe de parlementaires qui serait habilité secret défense. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste ? J'ignorais cette proposition. Je pense qu'elle demande une modification de la loi. Je sais que je crois que ce sont les présidents des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée qui doivent assurer le contrôle parlementaire, en tout cas conduire ce contrôle parlementaire sur l'application de la dernière loi. Il faut voir si, en effet, le contrôle du juge d'abord est suffisant, et nous avions, les sénateurs socialistes, quelques réserves sur la dernière loi parce que nous estimions que ce contrôle pouvait être insuffisant, notamment sur les contrôles d'identité. Ça demande des moyens aussi pour la justice, qui est aujourd'hui particulièrement sous-dotée. Est-ce que le contrôle parlementaire doit être également amélioré ? Pourquoi pas ? De quelle manière ? Je ne veux pas vous répondre comme cela. C'est aussi une responsabilité de l'exécutif, le secret défense. En tout cas, il faut que nous progressions au fur et à mesure, et que
les moyens et la coordination des moyens suivent aussi des évolutions législatives qui sont importantes, mais qui ne sont pas non plus le seul alpha et oméga. Et puis, évidemment, au niveau européen, il faut peut-être aussi que le Parlement européen s'en saisisse, car il y a une volonté européenne, il y a une réunion, je crois, importante de l'Union européenne au mois d'octobre, mais il y a des pays qui sont beaucoup moins volontaristes que d'autres, et j'ai vu comme maire du 10e arrondissement, comme l'ensemble des élus parisiens ou des Français au mois de novembre 2015, comment les dysfonctionnements, notamment entre la France et la Belgique, pouvaient être source d'un grand danger. Donc il faut absolument progresser là aussi. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de ces dysfonctionnements, Julien Bargeton ? Oui, nous sommes en train de tirer les leçons de ces dysfonctionnements, et bien sûr c'est un travail qui aussi reste à accomplir et qui est, je dirais, perpétuel, parce que les formes du terrorisme évoluent, parce que la menace prend des dimensions mouvantes, différentes. Donc il faut en tenir compte. Sur le contrôle parlementaire, je pense que dans la loi, il y a 2 dispositions qui sont intéressantes, qui sont notamment le fait qu'il y a une clause de revoyure au bout de 3 ans, avec un bilan qui est dressé des mesures. Ça, c'est le Parlement qui a voulu le maintenir, et c'est une bonne chose. Et puis, de même, le Parlement a maintenu le comité de suivi, qui était celui de l'état d'urgence, mais qui l'a maintenu dans la nouvelle forme. Et je crois que la nouvelle loi de sécurité intérieure, quand même, encadre les dispositions qui existaient dans l'état d'urgence, mais qui était parfois un peu large, et là elle a rajouté quand même notamment le contrôle du juge judiciaire ou administratif, ça dépend des cas. Elle a aussi limité un certain nombre de possibilités sur le contrôle de l'ordre public ou sur les durées par exemple de fermeture de lieux de culte. C'est un équilibre. Elle reprend en partie les éléments de l'état d'urgence, et en même temps elle les met dans un cadre nouveau, et je crois que nous devons être attentifs à cet équilibre, mais qui est vrai ne passe pas que par des moyens juridiques, qui passe aussi par le renforcement des moyens, et on a des discussions, on le sait bien, sur le budget, mais il y a un renforcement des moyens de sécurité et de justice dans ce budget, et puis qui passe aussi par une organisation nouvelle. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, député de Seine-et-Marne, fait des propositions aussi pour rapprocher des commandements. Je crois qu'il faut que nous travaillions sur ces dimensions-là. Le gouvernement et le président y travaillent pour modifier et rendre plus opérationnels et plus efficaces nos moyens. Et effectivement, au niveau européen, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous convaincus que c'est un vraiment des lieux où la coopération doit encore progresser, parce qu'elle met en péril même la sauvegarde de ce que sont nos valeurs européennes. Et nous les partageons ensemble. Donc c'est vrai qu'il faut grandement encore améliorer, bien sûr, la coordination. Philippe Dallier, quand on lit aujourd'hui l'entourage des ministres qui ont pu vivre au premier rang ces attentats en 2015, ils estiment tous aujourd'hui que ça implique un nouveau mode de gouvernance. On doit être prêt à réagir à tout moment, à agir à tout moment. Est-ce qu'en tant que parlementaire, vous l'avez vécu de la même façon ? Pas de la même manière, parce que nous ne sommes pas aux manettes. Par contre, effectivement, on a demandé au Parlement de regarder dans quelles conditions on pouvait modifier la loi, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense, encore une fois, que nous avons trouvé un bon équilibre, et que c'est très bien, parce que nous avons face à nous des gens qui utilisent tous les moyens, qui sont prêts à se suicider pour faire le plus de morts possible. Et donc, même s'il faut un peu, et nous l'avons fait, limiter les libertés publiques, je pense que c'était nécessaire. Alors nous avons trouvé cet équilibre. Écoutez, dans une période à venir, j'espère la plus rapprochée possible, où cette menace aura disparu, nous pourrons à nouveau modifier la loi. Mais il est absolument indispensable. Dallier, je vous interromps, pardon. Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits, estime que le gouvernement et le Parlement ont fait fausse route. Je le cite. Je ne partage pas l'avis de Jacques Toubon, même si je le connais de longue date. Je trouve qu'il se trompe, et qu'il y a, à situation exceptionnelle, nous devons... Vous savez, c'est bien beau de dire qu'en tout temps, il faut garantir les mêmes libertés publiques à tout le monde. C'est bien beau tout cela, mais ça profite à qui ? À ceux qui effectivement veulent mettre à bas la société française. Alors le tout c'est... En touchant aux libertés publiques aussi de plus en plus. Oui, mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement aller très loin, comme certains l'auraient suggéré, mais je pense véritablement que l'équilibre... Une démocratie. Mais nous sommes une démocratie. Là, et fiers de ces valeurs, et nous les défendons. C'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est le plus important. Donc nous avons trouvé le bon équilibre. J'espère que ça permettra à nos forces de l'ordre et au gouvernement
de venir à bout de cette menace le plus rapidement possible. Moi, je pense que je partage un peu les propos de Jacques Toubon. Je crois que je l'avais dit en séance à un moment donné sur un énième vote sur la prorogation de l'état d'urgence. Il y a un moment où il faut savoir faire pause. Il faut savoir appuyer sur le bouton pause. On sait que le risque zéro n'existe pas, que peut-être demain, malheureusement, il y aurait un attentat. Mais je pense qu'il y a un moment donné, légiférer sous le coup de l'émotion, ça peut rompre. Mais malheureusement, ça peut rompre des équilibres. Nos ennemis ne sont pas en mode pause. On l'a vu par le passé. Quand nos ennemis seront en mode pause, nous pourrons peut-être, comme l'a dit on a créé les conditions, on a voté un certain nombre de lois. Ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'on a échoué. Moi, je ne considère pas que l'on a franchement échoué, même si j'ai des réserves à émettre sur ce qui a été adopté. L'état d'urgence a permis quand même continuer à légiférer, continuer. Oui, on peut faire le bilan de ces perquisitions, des armes qui ont été trouvées, etc. des attentats déjoués. D'accord, ok, mais sur la masse, toutes les perquisitions n'avaient pas pour objectif simplement, vous le savez très bien, de pénétrer chez d'éventuels terroristes. On le sait très bien. On le sait très bien sur la masse de ce qui s'est passé. Donc moi je dis un peu plus fort. Donc oui, mais pour ce faire, il faut des moyens. Or moi j'ai étudié le budget, on n'en est pas là encore. J'ai reçu les syndicats de police ces derniers temps, on n'en est pas là encore. On veut créer une police de la quotidienneté, etc. Moi je dis ok, d'accord, mais quid des moyens? On a un problème. Il faut que ce pays, ce gouvernement décide qu'effectivement la sécurité est une priorité. Et si c'est une priorité, on y met les moyens. Or, ce que je constate aujourd'hui, et nous allons l'aborder d'ici peu au Sénat, c'est que les moyens ne sont pas à la hauteur. En matière de renseignement et en matière d'effectifs de policiers sur le terrain. Est-ce que c'est votre sentiment, Rémi Fureau? C'est votre sentiment notamment sur la ville de Paris? Mais nous sommes arrivés à une situation qui est quand même le fruit du quinquennat de Nicolas Sarkozy, d'un effondrement des effectifs de police. La prise de conscience des conséquences dramatiques de cet effondrement dû à ce qu'on appelait notamment la RGPP, puis des choix budgétaires. C'est François Hollande qui a décidé de changer ce cours, mais il faut du temps aujourd'hui pour que cela se marque. Moi, je pense que, en effet, les augmentations annoncées, dont parlait Julien Bargeton, d'augmentation d'effectifs, ne sont pas forcément suffisantes. Il y a toujours une vision qui reste limitée. Donc, je pense qu'il faudrait davantage, et surtout, il faut l'inscrire dans la durée. Je ne partage pas le terme de pause. Voilà. Il faut faire une pause certainement dans l'inflation législative, mais là, la dernière loi votée permettait de sortir de l'état d'urgence en gardant le même niveau de capacité de protection. Ensuite, oui, nous avons parfois échoué. Les attentats du 13 novembre 2015 sont un grave échec. Ça n'est pas une personne seule qui s'est radicalisée dans son coin, c'est un très vaste commando. Donc il faut en tirer les conséquences. Ça a été fait de manière extrêmement sérieuse sur la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. Il faut que cela se poursuive aujourd'hui. Je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement. Julien Bargeton, sur la question des moyens. Il y a des moyens qui sont prévus sur l'ensemble du quinquennat, 10 000 pour l'ensemble des forces de police et de gendarmerie sur la durée, sur 5 ans. Voilà, on peut regarder les allocations, si on peut faire davantage là ou là, mais l'effort qui avait été lancé est largement prolongé, amplifié et même poursuivi en insistant davantage. Donc il y a cet effort qui sera fait sur les moyens, effectivement, qui est indispensable, mais nous l'avons dit, qui n'est pas la seule façon. Il y a aussi le sujet d'organisation. C'est vrai que nous avons dû apprendre des échecs passés, notamment de ces attentats et de la façon dont ces filières se constituent de façon très professionnelle. Et donc c'est à la fois cet ensemble, il faut jouer contre nos ennemis sur toute la gamme du clavier, moyens juridiques, moyens en effectif, et puis meilleure organisation des forces. Je crois qu'il est temps que, je dis nos gouvernements, comme ça on va remonter sur une période relativement ancienne, mettent en accord les budgets votés avec les annonces qui sont faites. Voilà. Je pense que sur les moyens de la police, effectivement, il y a des efforts qui ont été faits. Ça prend du temps. Sur les moyens de l'armée, on sort d'un débat qui a été extrêmement dur avec un chef d'état-major
directeur des armées qui a démissionné parce que cette année, on a supprimé 850 millions d'euros de crédit. Et lorsqu'on sait que cette guerre, elle se joue ici en France, mais elle se joue aussi, et pour beaucoup, à l'extérieur, que l'armée française est la plus engagée après l'armée américaine sur des théâtres extérieurs. Et pour avoir écouté le général de Villiers nous expliquer, moi qui ne suis pas membre de la commission de la défense, mais quand on l'entend nous expliquer dans quel état sont les matériels de l'armée française qui se bat à l'extérieur, ça fait peur. Et le milliard 8 que le gouvernement a annoncé n'est en fait qu'un rattrapage d'années et d'années. On peut remonter loin, je suis d'accord. Mais justement, c'était bien le moment pour ne pas les supprimer, ces 850 millions. C'est du rattrapage, c'est du rattrapage. Et nos armées ont besoin de bien plus que ça, ne serait-ce que des drones, ne serait-ce que des matériels qui correspondent j'allais dire, à l'actualité de ceux que nous avons en face de nous. Et là, je pense que la nation a un effort à faire et que le compte n'y est malheureusement encore pas. Mais c'est pour ça, quand je dis pause, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on a une inflation de lois. On peut considérer, ce qui n'est pas mon cas, mais on peut considérer qu'on a l'arsenal juridique qu'on vient d'avoir dans une situation telle que connaît notre pays. C'est ça que je veux dire quand je dis pause. Et sur les moyens, il y a effectivement l'armée, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi nos commissariats de police sur nos territoires. Nous sommes de Seine-Saint-Denis, oui. Il y a des villes qui ne sont toujours pas... Il faut venir visiter pour voir. Voilà, dotées de commissariats de police. Quand elles le sont, les commissariats de police sont dans un état vraiment lamentable. Les policiers n'ont pas... Il y a un plan d'investissement qui est prévu, vous le savez. Oui, d'accord, ok, mais là, c'est maintenant. On aimerait en Seine-Saint-Denis avoir le même nombre de policiers par tête d'habitants qu'à Paris, ça serait le jour et la nuit. La Seine-Saint-Denis parle d'une même voix sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on nous les promet, qu'on nous annonce des affichages, mais qu'on ne les voit pas. Et il y a des villes qui ne sont pas dotées de commissariats de police et d'autres, effectivement, qui en ont, mais les commissariats sont dans un état lamentable. Il y a un plan d'investissement moi, je vous invite, très ambitieux. On nous l'a déjà annoncé. Nous, maintenant, c'est... Vous verrez qu'il sera... On a besoin de notre territoire, qu'est la Seine-Saint-Denis. Eh bien, merci Éliane Assassi, merci Vivien Bergenton, merci Rémi Féraud, merci Philippe Dallier. Vous me faites la transition, puisque justement, eh bien, Emmanuel Macron est en banlieue, puisqu'il était à Clichy, justement. Il veut en finir avec son image de président des riches, peu soucieux des classes populaires. Et il s'est donc rendu aujourd'hui à Clichy, en Seine-Saint-Denis, pour dévoiler notamment ses pistes pour relancer la politique de la ville. Cela passe par la création d'emplois francs, le renforcement des services publics, mais aussi la mise en place de testing pour lutter contre les discriminations. Hélène Goutani. Emmanuel Macron en visite à Clichy-sous-Bois. Après un déjeuner avec les acteurs de la ville et des élus, le chef de l'État tente de rectifier le tir et de montrer qu'il s'adresse aussi aux Français les plus démunis. Cette attention portée aux quartiers difficiles s'inscrit dans un contexte tendu avec les élus locaux, un peu moins d'un mois après les états généraux de la ville. Coupe budgétaire, baisse des APL, gel des contrats aidés, les maires ont sonné l'alerte et ne comptent pas désarmer une semaine avant le congrès des maires. On se sent un peu laissé pour compte. Le gouvernement, dans la situation à laquelle il s'est positionné pour faire des coupes sombres dans la politique de la ville et dans les crédits politiques de la ville. Alors pour le président de la République, il s'agit désormais de rassurer les élus et de montrer qu'il n'a pas oublié les quartiers les plus déshérités. Ce soir, Emmanuel Macron se rendra dans les Hauts-de-France pour évoquer les problèmes de discrimination avant d'expliquer demain à Tourcoing sa vision tant attendue de la politique de la ville. Celui qui s'était déclaré candidat à Bobigny devrait revenir sur sa promesse de campagne, les emplois francs, pour lutter contre le chômage dans les quartiers populaires. Services publics, rénovation urbaine, prise en charge des jeunes, des mesures concrètes devraient être annoncées pour la politique de la ville qui concerne aujourd'hui 5,5 millions d'habitants. Et Fabienne Keller, sénatrice LR du Bas-Rhin, vice-présidente du Conseil national des villes, est notre invitée. Elle répond à Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Vous avez donc déjeuné aujourd'hui avec Emmanuel Macron, avec une trentaine d'acteurs de la politique de la ville, aussi bien des élus que des représentants d'associations. Que vous a dit le président de la République? Alors il a surtout écouté, ça a été un long déjeuner puisqu'il a duré jusqu'à 16h. Il a beaucoup écouté les acteurs et les maires venus nombreux. Il y avait Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, il y avait le maire de Clichy, Olivier Klein. Les couleurs politiques étaient représentées. Voilà, Caroline Cailleux, en tant que présidente aussi des villes moyennes. Il y avait le maire de Grigny, qui a été le lieu où s'est passé cette où il y a eu l'appel de Grigny cette mobilisation, voilà, et puis des associations, Blanc Bleu Zèbre, les centres socioculturels, les régies de quartier, très inquiètes sur
la réduction des emplois aidés, les étudiants, l'association fédérative des étudiants, enfin ceux qui accompagnent les enfants dans les quartiers fragiles pour essayer de leur faciliter leur parcours scolaire. L'ensemble des acteurs et vraiment le président de la République a pris avec M. Mézard, le ministre en charge de l'aménagement des territoires, le temps de l'écoute. Le temps et des annonces tout de même. Vous a-t-il parlé de tout ce qui se murmure, notamment sur les emplois francs par exemple? Alors il a confirmé effectivement qu'il dirait demain qu'il entend créer les emplois francs, mais a-t-il précisé en conservant les zones franches? Ce qui est important parce que les dispositifs mettent du temps à se mettre en place. Pour les autres annonces, je crois que c'est lui qui le fera demain. Ce qui était intéressant aussi, c'est la présence de Jean-Louis Borloo. On a été plusieurs autour de la table à saluer la formidable dynamique qu'il a engagée pour les quartiers, pour qu'ils deviennent aussi beaux que les autres quartiers de France. Et les uns et les autres ont exprimé leur inquiétude par rapport au ralentissement des programmes de l'ANRU, de l'agence de rénovation urbaine, voilà, qui finance les réhabilitations des quartiers, puis aussi les très mauvaises annonces que vous évoquiez dans le petit reportage sur l'arrêt des emplois aidés et le gel de crédit de l'été 2007. Oui, justement, on va essayer d'en parler un petit peu précisément. Mais puisque vous parlez de Jean-Louis Borloo, lui avait un poids politique fort. Il a mobilisé 45 milliards en 10 ans pour 430 programmes effectués. Est-ce qu'il y a besoin d'une ambition équivalente aujourd'hui? On en est loin. Oui, on en est loin dans ce qui est la réalité de l'année dernière et de 2017. C'était vraiment un point de grand consensus, le fait qu'il faut poursuivre la rénovation urbaine parce qu'elle n'a pas pu être réalisée dans tous les quartiers de France, puis qu'il y a un effet de report, c'est-à-dire que les personnes les plus en difficulté habitent dans les quartiers pas encore réhabilités, donc les loyers sont les moins chers, là aussi parfois où il y a des marchands de sommeil. Et je précise que, il y a eu une coupe dans des crédits de 2017, un raccourcissement de 46,5 millions d'euros. Est-ce que, c'est un mauvais signal pour vous que ces crédits 2017? Je précise que Jacques Mézard indique bien que le budget est préservé pour 2018 à environ 430 millions d'euros. Plusieurs personnes présentes ont dit qu'effectivement, ce qui était important, c'est de démontrer dès 2018 la volonté de la part du président de la République de mettre les moyens pour les quartiers pour donner les mêmes chances à tous les Français. Et donc c'est vrai que après cet épisode du gel, chacun attend une inscription budgétaire beaucoup plus forte que celle qui est aujourd'hui dans les lignes budgétaires. Le président s'y est engagé. Je ne doute pas qu'il le confirme demain. Est-ce que la déception n'était pas d'autant plus forte que Emmanuel Macron était tout de même attendu sur ces questions de la politique de la ville? On se rappelle qu'il avait annoncé qu'il candidatait pour devenir président de la République à Bobigny, qu'il y avait eu des gestes à l'égard des banlieues. Oui, l'attente était forte et la déception a été à la hauteur, à la mesure de cet espoir. Le président, en conclusion des prises de parole, a évoqué la confiance indispensable et s'est engagé à donner toutes les garanties demain pour montrer sa volonté d'agir. Il a dit aussi qu'il souhaitait que des indicateurs soient mis en place et qu'on se retrouve tous les 3 mois pour faire le point. Je crois que de sa part, me semble-t-il, il y a une vraie volonté. La question des outils est essentielle et la capacité à fédérer. Il ne faut pas seulement que ce soit l'affaire du ministère de Jacques Mézard, mais aussi l'affaire du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Emploi, du ministère de la Santé. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas un ministère plein de la politique de la ville? D'ailleurs, l'appel de Grigny demandait à ce qu'il y ait un ministre d'État de la politique de la ville et que cela ne soit pas simplement intégré au ministère de la cohésion des territoires. Alors, c'est le choix du président, un choix d'organisation. Pour moi, il faut que la priorité aux quartiers fragiles soit inscrite dans chaque ministère, que les politiques habituelles soient présentes. On peut dire que l'éducation nationale est très investie dans les quartiers fragiles, mais ce n'est pas le cas des autres thématiques. Et en plus des ministères, il faut rajouter les collectivités locales qui d'ailleurs s'investissent beaucoup, comme les sociétés d'HLM. On a pas mal parlé lors du déjeuner des difficultés
de ces sociétés d'HLM après l'épisode gel, baisse des APL, gel des loyers ou baisse des loyers. Et donc, comme ils sont contributeurs à peu près pour la moitié des programmes de rénovation urbaine, il est très important qu'une nouvelle confiance s'installe. Rappelons que la politique de la ville concerne 5,5 millions de personnes dans 1500 quartiers qui cumulent des handicaps. Est-ce que pour vous, la politique de la ville jusqu'ici a été un instrument qui a été bien utilisé? Parce qu'on a aussi le sentiment que l'exécutif estime que les crédits n'ont pas été utilisés correctement jusque-là. Alors, je crois qu'il faut se garder de jugements globaux. Il y a vraiment de très très belles choses qui se sont passées. Il faut avoir conscience que le chômage pour l'instant n'a pas reculé, que la fragilité est très présente dans les quartiers fragiles, qu'il y a énormément de jeunes. Donc c'est très important de les accompagner, de leur donner l'envie de construire leur place dans la société française. On a beaucoup parlé de République, mais sans exclure ce que vous évoquez, c'est-à-dire le retour sur les politiques passées, ce qui a été efficace, ce qui ne l'a pas été. Il faut rappeler aussi que les quartiers fragiles, on y habite rarement par choix. Donc il y a un mécanisme de regroupement des personnes fragiles qui fait que les difficultés souvent s'accumulent, ce qui rend encore plus difficile les solutions. La mixité sociale n'est pas quelque chose d'évident, ça ne se fait pas tout seul. Il faut beaucoup de volonté et nous avons été plusieurs à insister sur le volontarisme, la vitesse nécessaire dans les politiques publiques pour redonner de l'espoir. Quels sont pour vous les sujets les plus importants et les plus urgents aujourd'hui en matière de politique de la ville ? Décloisonner. Considérer que la politique de la ville n'appartient pas à un ministère, mais que c'est un enjeu national. C'est la question de l'identification de nos jeunes aux valeurs républicaines. Pour ça, il faut que la République leur apporte ce qu'elle apporte à tout un chacun, c'est-à-dire une bonne éducation, une perspective de vie professionnelle. Je pense aux jeunes filles en particulier. Moi, j'ai pu constater dans des travaux que j'ai faits que les jeunes filles sont peu nombreuses après 16 ans, après la fin de la scolarité obligatoire par rapport à d'autres quartiers. Donc, que cette chance républicaine soit offerte à tous, mais aussi les services comme l'accès aux soins, par exemple, et puis l'accès aux établissements d'enseignement supérieur, puisque globalement, les jeunes des quartiers font des études très courtes quand ils n'interrompent pas leurs études sans diplôme. Alors on a parlé tout à l'heure de la question des emplois francs sur laquelle devrait revenir demain Emmanuel Macron. Il y a d'autres éléments qui ont fuité sur la présence renforcée des services publics ou encore le recours au testing contre les discriminations. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ces deux sujets ? Deux sujets différents l'un et l'autre. Le testing, les aspects de sécurité sont importants, mais moi je voudrais beaucoup qu'on s'attache à la question des femmes dans les quartiers qui sont souvent chefs de famille, qui sont aussi pour les jeunes filles en droit d'être protégées dans leurs aspirations personnelles, dans leur personnalité par la République. Donc je pense qu'il faut, il faut des actions aussi spécifiques en direction des jeunes filles pour leur permettre d'avoir les parcours qu'elles méritent. Fabienne Keller, donc Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Clichy-sous-Bois. Certains poussent d'ailleurs la candidature du maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, également vice-président du Conseil national des villes, pour être à la tête de l'ANRU. Je crois que c'est dans les tuyaux. Que pensez-vous de cette candidature ? Oui, je crois que c'est bien parti, puisque son prédécesseur en fait est concerné par le fait qu'on ne peut pas être parlementaire et président d'un organisme comme l'ANRU, mais c'est un signal fort aussi. Donc je co-anime le Conseil national des villes avec Olivier Klein, maire de... Alors nous on dit Klein, c'est alsacien. Olivier Klein, effectivement, maire de Clichy. Et ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait une volonté de tous les acteurs, qu'il fédérera, je n'en doute pas, pour vraiment reprendre ces projets à la hauteur de l'ambition initiale de Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire donner à chaque Français un cadre de vie qui soit banal. Tout ce que demandent les habitants des quartiers, c'est d'avoir des quartiers aussi jolis qu'ailleurs et d'être finalement comme tout le monde. Être traité comme les autres, donc. Et oui. Merci beaucoup, Fabienne Keller, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam Tranui. Merci, Fabienne Keller. On retourne, salle des conférences où nous attend Saveria Rojek. Vous le savez, les sénateurs examinent depuis cet après-midi, 16h, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors qu'en pense votre invité, le sénateur Les Indépendants de la Corrèze, Daniel Chassaing ? Absolument. Bonjour Daniel Chassaing, vous êtes vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Le gouvernement défend un texte de transformation, de responsabilité et de solidarité. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Sur le fond, je pense que je suis d'accord, parce que l'important, si vous voulez, c'est que la sécurité sociale arrive à l'équilibre. Cette année, ce sera seulement un déficit de 2,2 milliards pour 5,2 milliards l'an dernier. Et en même temps, si vous voulez, il y a des mesures, effectivement, pour les salariés. Il va y avoir un gain pour les salariés assez important, 7 milliards qui seront redistribués. Pour les indépendants, ça va être neutre. Et il y a aussi un effort pour les personnes handicapées et les personnes âgées avec une augmentation de 100 € de la retraite pour les plus défavorisés. Alors les personnes âgées, les retraités en commission justement, les sénateurs ont supprimé la hausse de la CSG pour les retraités. Quelle est votre position sur ce point particulier? Oui, si vous voulez, donc je comprends, les retraités effectivement vont être perdants sur la CSG, mais notre groupe considère qu'il faut que tous les Français fassent un effort pour que la sécurité sociale se retrouve en équilibre en 2020. C'est très important pour la confiance de nos concitoyens et donc nous sommes, si vous voulez, favorables à diminuer un petit peu la CSG concernant les retraités, peut-être à 1,2 points au lieu de 1,7, mais nous ne souhaitons pas mettre en difficulté le budget de la sécurité sociale. Mais quand la droite sénatoriale, quand la majorité de la Commission des affaires sociales vous parle d'une injustice, d'un coup de massue sur le pouvoir d'achat, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais je suis d'accord, si vous voulez, mais pour nos concitoyens, quel est l'objectif ? L'objectif est ce que nous allions le plus vite possible, comme dans les autres pays, un équilibre de la sécurité sociale. Je comprends la préoccupation de la majorité qui a voté pour. Je me suis abstenu, j'ai pas voté contre. Mais si vous voulez, nous souhaitons, que pour la France, eh bien, on puisse rentrer dans les critères européens et la sécurité sociale doit retrouver son équilibre en 2020. Une dernière question sur une autre mesure qui a marqué les esprits, l'extension de la vaccination obligatoire pour les jeunes enfants. La Commission a validé ce point. Est-ce que vous l'avez fait également ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un point très important. Il faut absolument que la vaccination des 11 vaccins puisse se réaliser, parce que actuellement il y avait des vaccins obligatoires, mais beaucoup qui n'étaient pas obligatoires et qui n'étaient que faits à 60 ou 80%. Et je pense que ça, c'est très important. C'est une mesure aussi de solidarité. Et en ce qui concerne l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, le rapporteur général Jean-Marie Van Lerenberghe estime que le projet va vers l'équilibre. Ça aussi, vous le saluez ? Le projet va à l'équilibre, les comptes sont à l'équilibre. Ah ben bien sûr, c'est ce que je vous ai dit au départ. Ils ne seront pas à l'équilibre, ils vont être en l'équilibre en 2020. Cette année, il va y avoir encore un déficit de 2002 et il faut que nous inscrivions dans cet équilibre, dans ce progrès pour tous les Français. Très bien. Merci beaucoup. Merci Daniel Chassaing d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Et je vous le disais en titre, la Commission des affaires sociales a donc refusé la hausse de la CSG pour les retraités. Cela faisait pourtant partie des objectifs du gouvernement. Les parlementaires s'inquiètent notamment du manque de compensation pour cette frange de la population. Avant d'en parler avec mes invités, les explications de Fabien Recker. La hausse de la CSG pour les retraités ne passera pas la barre du Sénat. Prévue pour financer la suppression des cotisations sociales des salariés du privé, cette mesure a été retoquée en commission par les sénateurs qui s'inquiètent pour certains de la mise en place d'un système à l'anglo-saxonne. Le financement change de camp, c'est plus les cotisations qui financent, c'est les impôts. Et si c'est les impôts, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, c'est Bercy qui va tout contrôler. Quand Bercy contrôlera tout, quand il n'y aura plus d'argent dans les caisses, on arrêtera de soigner. La mesure serait surtout injuste, les retraités n'étant pas compensés par la baisse des cotisations salariales puisqu'ils ne travaillent plus. Quant à la suppression de la taxe d'habitation, tous n'en bénéficieront pas. La droite sénatoriale dénonce le matraquage du pouvoir d'achat des retraités. Les sénateurs centristes parlent, eux, d'incohérence et préconisent plutôt d'augmenter la TVA. Le groupe centriste a déposé un amendement dans ce sens. Le projet du gouvernement occasionne trop de difficultés, trop de charges pour les retraités dans ce pays. Donc nous allons d'abord créer le débat, je crois que c'est indispensable, et puis ensuite nous allons essayer de convaincre que notre amendement concernant la TVA peut être une alternative meilleure.
Annoncée pendant la campagne par le candidat Macron, cette hausse de la CSG rapporterait 4,5 milliards d'euros aux caisses de l'État, qui n'iraient pas au financement des dépenses de santé, ont calculé les sénateurs. Des sénateurs qui soutiendront cependant l'effort de retour à l'équilibre des comptes de la Sécu. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de Paris. J'accueille également Alain Joyandet. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Pour nous éclairer sur ce plateau, Guillaume Duval, vous êtes rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et j'accueille enfin Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Économiste, vous enseignez à l'ESCP Europe. Merci à tous les quatre. Marie-Noëlle Lienemann, on a entendu la position de la Commission des affaires sociales du Sénat. Pas question de faire participer les retraités à cette hausse de la CSG. On a entendu Alain Milon qui dit si c'est ça, c'est Bercy qui va tout contrôler. Vous êtes d'accord ? Il y a plusieurs enjeux en même temps dans cette question-là. Il y a d'abord effectivement le choix qui a été fait de transférer une partie des cotisations salariales vers des financements CSG. Et quelque part, on peut changer de nature notre système parce que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où l'assurance chômage devient très dépendante d'une ressource qui est la CSG, d'autant plus le gouvernement nous dit que c'est l'État qui va regarder et gérer tout ça, on se rend bien compte qu'on change de nature. On avait une cotisation collective, une assurance collective, adossée sur un mode de prélèvement qui sont à la fois les cotisations et la CSG, qui, de mon point de vue, a dès l'origine une fragilité parce que ce n'est pas un impôt progressif, que c'est un espèce de système bâtard entre l'impôt et la cotisation. Moi, pour ma part, j'ai toujours été favorable à la fusion IR-CSG, la progressivité autour de ce grand pilier d'un impôt sur le revenu fusionné ou en tout cas convergent avec la CSG. Donc il y a tout ce flou sur financement. Quel est le financement d'avenir de notre protection sociale ? Moi, j'ai une thèse qui est de dire, pour ce qui est de la santé et peut-être de la politique familiale, je considère que c'est devenu des droits universels. On n'est plus dans le mécanisme où on cotise, on touche, c'est devenu un droit universel qui peut être assis sur des ressources s'apparentant à l'impôt, peut-être pas une seule forme, mais s'apparentant à l'impôt. En revanche, pour ce qui est du chômage et des retraites, il me semble qu'il faut garder cette logique d'assurance collective où les entreprises, les salariés, voire d'autres éléments peuvent intervenir dans ces mécanismes d'assurance collective, parce que sinon on transforme ce qui est aujourd'hui quelque part un droit à sa retraite ou un droit au chômage en une allocation, une aide. Et là, toute la logique que dit M. Millon sur Bercy, qui trouve toujours qu'il y en a trop, qu'il y a trop de tricheurs, que c'est pas juste, les autres invités, réduire ses prestations. Si vous voulez bien. Alain Joyandet, Emmanuel Macron, on l'avait dit pendant sa campagne, il avait adressé ce message aux retraités. Je leur demande cet effort pour leurs enfants et leurs petits-enfants pour que le travail paye. Oui, alors peut-être, je vais répondre à cette question. Vous avez vu que c'est la Commission des finances, au fond, au Sénat, qui a commencé par supprimer cette augmentation de la CSG pour la part des retraités qui ne sont pas compensés, puisqu'un certain nombre d'autres sont compensés. La suppression de la taxe d'habitation. Voilà, donc pour répondre à votre question, nous, effectivement, on est contre cette mesure injuste, mais je pense que c'est partagé sur tous les bancs. Il n'y a pas que les Républicains. Je voudrais revenir sur la question de fond. C'est comment est-ce qu'on finance notre modèle social ? Moi, je suis favorable à l'orientation qui est prise dans ce PLFSS, d'élargir le financement, c'est-à-dire que le financement de notre modèle social ne repose pas uniquement sur les heures travaillées, sur le travail. Parce que c'est un problème de compétitivité pour notre pays, c'est un problème de charge à la fois pour les salariés et à la fois pour les entreprises. La chose que je regrette... On en revient à la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Oui, eh bien la chose que je regrette, j'y allais y venir... c'est que plutôt que de choisir la CSG, j'aurais préféré qu'on choisisse la TVA. Pourquoi ? Parce que la TVA aurait permis de taxer les importations. On voit bien en ce moment que la croissance est en train de repartir. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre déficit du commerce extérieur ne s'améliore pas parce qu'on a toujours ce déficit de compétitivité. La TVA, que l'on a appelée sociale ou appelons-la compétitivité, me semble-t-il, est un meilleur système que la CSG, mais
On prend quand même, parce que cette CSG, la proposition du gouvernement, c'est quand même un élargissement de l'assiette pour financer notre modèle social qui ne repose pas uniquement sur les gens qui travaillent, mais sur beaucoup d'autres ressources. Guillaume Duval, TVA contre CSG, on voit que le match est relancé aujourd'hui. Quelle est la mesure finalement la plus compétitive pour l'économie française ? TVA, CSG, c'est en réalité la même chose. C'est-à-dire que la TVA, ça taxe les revenus au moment où on les consomme. La CSG, ça taxe les revenus au moment où ils se forment. En fait, c'est deux points différents du cycle économique, mais au fond, c'est un peu la même chose. C'est purement proportionnel, ça n'est pas progressif en particulier. Quand même. Non, enfin, on pourrait y revenir, mais c'est plus compliqué. Mais simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que pourquoi pas basculer une partie des cotisations sociales, surtout les cotisations sociales salariales, sur la CSG ou sur autre chose. Oui, ça peut être le sens de l'histoire. Simplement, ce qui se passe là, concrètement, cette fois-ci, c'est que, en particulier, une des choses que la CSG pourrait toucher, ne va pas être touché, c'est-à-dire les revenus du capital. C'est-à-dire que comme cette mesure est couplée à la baisse de l'imposition des revenus du capital à travers le prélèvement forfaitaire unique, en fait, les gens qui touchent des revenus du capital ne vont pas être touchés par cette hausse de la CSG. Les seuls qui vont être touchés, c'est effectivement les retraités au-delà de 1 200 €. Bon, alors c'est vrai que les retraités ont été moins touchés par la crise que l'ensemble des Français, c'est ce qu'on voit dans les chiffres des revenus, etc. Mais ceci dit, pour le futur, on sait que les retraites évoluent très peu, que les retraites complémentaires vont évoluer encore moins dans le futur qu'aujourd'hui, que les retraités payent déjà leur complémentaire santé beaucoup plus cher que les actifs, que les nouvelles retraites vont être encore inférieures aux anciennes compte tenu des mesures vous donnez raison prises, etc. Et là-dessus, effectivement, toucher tous les retraités qui touchent au-delà de 1 200 €, c'est une mesure parfaitement injuste, d'autant que les retraités les plus aisés, ceux qui ont beaucoup de revenus du capital, ne vont pas être concernés, eux. Jean-Marc Daniel, vous soutenez la position du Sénat ? Non, je ne soutiens pas la position du Sénat parce que je pense qu'il y a d'abord, il y a un certain nombre d'incohérences dans tout ce qui a été dit. Par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas que la CSG soit montée en puissance parce que ça va donner le foie à Bercy. Et la solution, c'est de faire monter la TVA. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore Bercy aussi qui gère la TVA. Donc, c'est toujours les mêmes qui finiront par décider. L'ONDAM, le PLFSS, c'est aussi l'administration qui décide. Donc, ce discours sur Bercy, c'est le Parlement. Ça change de nature. C'est en train, effectivement. Alors, et deuxième élément, je pense qu'il y a effectivement un débat récurrent sur l'histoire de la TVA. Je rejoins Guillaume Duval. Depuis 25 ans, il y a des rapports qui sont faits, depuis le rapport fait par Edmond Malinvaud jusqu'à des rapports encore récents qui ont été faits à l'époque justement de Nicolas Sarkozy pour démontrer que c'est la même chose. La seule différence étant que, effectivement, il y a des gens dont les revenus sont... Parce que la TVA, ça traduit par des hausses de prix. Donc il y a des gens dont les revenus sont indexés, qui échappent à la TVA. Il y a des gens dont les revenus ne sont pas indexés. En revanche, de la CSG, c'est pas tout à fait un impôt strictement proportionnel. Une partie n'est pas déduite de l'impôt sur le revenu. Donc il y a un élément dans la CSG qui est un élément de correction et de progressivité. Donc, dans les détails, il y a beaucoup d'arguments qui sont des arguments, je dirais, un peu approximatifs. Ce qui je trouve intéressant dans ce qui avait été fait initialement, c'est pourquoi 1,7%. Vous vous rendez compte, 1,7%, le degré de précision du taux. En général, on augmente de 2% ou de 1%. Là, c'est 1,7%. Parce que les équipes d'Emmanuel Macron avaient véritablement réfléchi à cette mesure en disant on va demander effectivement des efforts aux salariés du secteur privé en leur demandant d'accepter une révision du Code du travail et en échange on va leur redistribuer sous forme de hausse de revenus une sorte de compensation monétaire à leur effort en termes de perte de droits. Les ordonnances sur le Code du travail leur font perdre des droits, c'est incontestable. Donc en échange il y a une augmentation du salaire net de tous les salariés. Et en revanche il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas impactés par l'évolution du Code du travail, qui sont les retraités, qui sont les fonctionnaires. Et eux, l'effort qu'on va leur demander va passer par l'intermédiaire de la hausse de la CSG. Donc il y avait une logique intellectuelle dans tout ça qui était de dire, comme le disait notre Premier ministre, tout le monde ne peut pas gagner, parce que quand on commence à dire on va compenser, ça ne sert à rien d'augmenter un impôt si on le compense. C'est-à-dire augmenter un impôt, c'est pour récupérer une partie de revenus de la population pour financer le service public. Donc l'idée c'était, on va demander un effort, l'effort sur les retraités et les fonctionnaires va être demandé sous forme de hausse de la CSG, l'effort sur les salariés du secteur privé va être demandé sous forme de baisse des droits en termes de Code du travail. Ce que je trouve de surprenant de la part du gouvernement, parce que je comprends que l'opposition critique, ça c'est son rôle, que l'opposition dise écoutez, vous tapez sur telle catégorie, c'est anormal, c'est injuste et tout ça. Ce que je ne comprends pas, c'est la position du gouvernement qui n'arrive pas à défendre quelque chose qui a été conçu, encore une fois j'insiste là-dessus, de façon très très minutieuse, c'est au trébuchet. Les 1,7, quand vous regardez le calcul, c'est la baisse des cotisations des salariés et la réforme de l'UNEDIC.
puisque les deux doivent être compensés. Bon. Donc il y a une réflexion, et donc là, une faiblesse à l'heure actuelle de la démarche gouvernementale, c'est de ne pas être capable de mieux expliquer ce qu'il fait. Marine. D'abord, moi, contrairement à ce que vous dites, ça a été très affiné, très travaillé, moi j'ai un vrai sentiment de bricolage. On est effectivement au rendez-vous de l'histoire. Sur ça, je crois que c'était indispensable de le faire, d'avoir une clarification sur, notre système global fiscal, et deux, la réforme du mode de financement de la protection sociale. François Hollande avait déjà essayé, Marine. Oui, mais il n'a pas essayé du tout, parce que, je m'excuse, sur quoi il s'était engagé, c'est-à-dire les convergences de l'IR et de la CSG, il y a renoncé, et à une réforme fiscale, il ne vous a pas échappé que c'était justement ce que Jean-Marc Ayrault proposait lorsqu'il a été gentiment congédié. Donc, en tout cas, et du coup, on est dans le bricolage. Parce que, par exemple, et ce que dit Guillaume Duval est tout à fait juste, la CSG en soi, au même moment où vous avez une baisse très forte de l'IS, où au même moment vous avez un budget où vous avez environ moins 5 et quelques milliards de prélèvements sur les entreprises, moins 4,2 milliards environ sur les populations qui représentent les 20% les plus riches, et plus 0,2 de prélèvements sur les autres, c'est-à-dire les 80% qui ne sont pas les plus riches, et ben, quand vous commencez à là-dedans bidouiller un allègement pour tout le monde et que ça retombe sur essentiellement sur les retraités, c'est d'une injustice absolue. Donc, ce qui est grave dans cette affaire, c'est que c'est un rideau de fumée. Et qu'un président qui nous prétend porter un changement structurel porteur d'avenir, eh ben pour moi, c'est un exercice de gribouille qui camoufle quand même de grandes injustices sociales. Alain Joyandet. Oui, ce que je voudrais dire aussi, puisqu'on est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on parle de beaucoup de choses qui ont à voir avec le budget de l'État. Donc on est maintenant dans un système où tout est complètement imbriqué. C'est-à-dire que quand on tire une ficelle d'un côté, eh bien évidemment, il faut tirer une autre ficelle de l'autre côté. Sur fond de réforme du Code du travail, ça a été rappelé également par Jean-Marc Daniel. Voilà. C'est un tout, la politique. Pour que l'on comprenne bien le système maintenant dans lequel on évolue. Première chose. Donc, deuxième chose que je voudrais regretter pour ma part, parce que quand vous dites, quand on commence à expliquer que tout le monde va profiter, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Bon, je voudrais dire quand même une chose qui est frappante dans ce qui a été présenté par le gouvernement, c'est que toutes les économies qui sont censées compenser les autres avancées sont des économies qui sont faites sur le dos des prestataires, c'est-à-dire des bénéficiaires des prestations, des familles, etc. On baisse un certain nombre de prestations pour pouvoir en augmenter d'autres. On ne voit rien qui soit financé par les réformes de structure. Et c'est ça qu'il nous faudrait. Il faudrait vraiment qu'on entre dans des réformes de structure, qu'on prenne l'argent dans la mécanique, dans l'administration, dans l'organisation. On a un objectif de réduction du nombre de fonctionnaires sur 5 ans qui est de 120 000. Or, en 2018, le gouvernement en propose dans son budget 1600. On voit bien qu'il n'y a aucune... Combien de policiers ou combien d'infirmières en... Non mais attendez, ne mélangeons pas tout. Je veux dire, enseignants peut-être. Mais ce que je veux dire par là, après on fait des choix. Mais quand on dit par exemple qu'on va taxer, vous le disiez vous-même, qu'on va taxer des retraités à partir de 1400 €, ça va leur coûter 328 € par an. C'est énorme. Donc on est obligé de faire des choix comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réforme de structure. Oui, on voit bien qu'on a besoin de réforme de structure. J'en termine pour dire que pour atteindre d'ailleurs l'objectif de réduction des dépenses de l'État, on va peser d'ici à 2022 à 50% sur les comptes de nos administrations sociales. C'est pas l'État qui fait l'effort, mais ce sont les administrations sociales. Mais il y a des réformes de structure. Quand on supprime la moitié des emplois aidés qui existent aujourd'hui, c'est une réforme profonde du marché du travail. On ne fait plus rien pour aider les chômeurs à retrouver un boulot. Quand on baisse les APL très fortement et qu'on met tout le système des HLM en grande difficulté, c'est un choix de structure, c'est un choix très structurant sur la politique du logement. Donc on ne peut pas dire que ce gouvernement ne mène pas une politique structurelle. C'est une politique structurelle qui s'en prend beaucoup aux plus pauvres, c'est vrai, mais c'est une politique très, très, très structurelle et très structurante. Et je pense que c'est d'ailleurs, ça risque d'être très structurant pour son positionnement politique aussi. Donc beaucoup de gens qui sont venus de la gauche et qui ont voté pour Emmanuel Macron doivent être un peu surpris de ces mesures qui ne figuraient pas du tout dans son programme. Par exemple, pour les deux que je viens
vient d'évoquer concernant les emplois aidés ou les HLM. Si on revient au financement de la protection sociale, Guillaume Duval. Sur le financement de la protection sociale, il y a un risque qui est clair, c'est qu'on assèche le financement de la protection sociale à travers un certain nombre de mesures. Je pense en particulier aux mesures qui sont prises vis-à-vis des indépendants. C'est-à-dire qu'on a choisi, le gouvernement a choisi d'être plus généreux encore vis-à-vis des travailleurs indépendants que vis-à-vis des salariés du privé, alors que le régime social des indépendants était déjà très déficitaire. Je pense que c'est faire prendre un risque pour le futur de la protection sociale. Je pense qu'il y a un danger maximal pour la protection sociale qui risque de se concrétiser. C'est l'idée qu'il faudrait concentrer la protection sociale sur les plus pauvres. C'est une idée qui est à la mode, en particulier pour les allocations familiales, ça revient fréquemment dans le débat. C'est une idée stupide et très dangereuse, parce qu'une protection sociale qui serait réservée aux pauvres, c'est forcément une protection sociale pauvre. C'est-à-dire que si les classes moyennes et les riches ne font que payer pour des prestations qui sont réservées aux pauvres, on aura encore plus de problèmes. On essaiera toujours de limiter ces prestations, on essaiera toujours d'avoir plus de contreparties, etc. On aura encore plus de problèmes qu'on en a aujourd'hui avec le RSA pour cette raison-là. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Là, ce qui est important, à mon avis, c'est l'histoire des réformes structurelles. La ministre de la Santé a quand même, dans une interview à un hebdomadaire dominical, annoncé qu'il y avait 30% des actes qui étaient inutiles. Donc, vous avez quand même, c'est un chiffre fort, hein, 30%, c'est pas bon. Alors même si effectivement, on peut considérer que c'est un chiffre un peu violent, il y a forcément des économies à faire. Il y a forcément une révision à regarder dans le fonctionnement de notre système de santé qui est au centre de la protection sociale. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'améliorer les prestations de ce système en le confrontant avec lui-même, c'est-à-dire en augmentant la responsabilité de chaque acteur, en décentralisant, en introduisant de la concurrence, en faisant en sorte qu'effectivement un certain nombre de rigidités disparaissent et permettent au système de se remettre en cause. On est dans une situation où, que ce soit dans l'enseignement ou soit dans la santé, on nous annonce des mutations et des changements liés aux nouvelles technologies considérables. Ça veut dire qu'il faut préparer ces nouvelles technologies, l'arrivée de ces nouvelles technologies, et il faut penser à cette idée qu'effectivement la société peut en bénéficier avec des baisses de coûts. Dans les réformes de structure, juste un simple fait, on est au Sénat ici, le dernier rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a une telle dispersion dans la façon dont les collectivités locales répartissent la durée du temps de travail d'une commune à l'autre, d'une collectivité à l'autre. Le temps de travail n'est plus du tout le même. Si tout le monde avait simplement la règle de base du temps de travail, c'est-à-dire le nombre de journées ouvrées qui sont prévues par la loi et tout ça, l'ensemble des finances publiques ferait 1,2 milliard d'économies. Donc il y a des pistes d'économies et je pense que les agents publics sont prêts à s'associer à ces économies. Mais il faut partir de l'idée que la dépense n'est pas sacrée et que la réponse, c'est toujours d'augmenter les prélèvements obligatoires. Alain Géandé, ensuite je vous donne la parole, Marie-Noëlle Lienemann. Puisqu'on parle de la gestion des collectivités locales, moi je préside mon hôpital départemental depuis 20 ans. Je peux vous assurer que sur le terrain, on fait des réformes très importantes. On a fusionné 3 hôpitaux, on a réorganisé les plateaux techniques, les différents services. L'État d'ailleurs nous a suivis un tout petit peu en nous demandant en contrepartie de rendre 120 emplois. C'est un exemple concret de ce qui se passe sur le terrain. Et donc on voit bien qu'on arrive à réformer nos structures, que les acteurs de terrain y sont prêts, mais en même temps, je suis très inquiet par rapport aux chiffres qui nous sont annoncés pour 2020, 2022, y compris 2024, parce que je vois bien que sur le terrain, nous sommes à l'os. Excusez-moi d'employer une telle expression, mais quand je discute avec le directeur de l'hôpital, les chefs de service, les chefs de pôle et tous ceux qui sont sur le terrain, on va avoir de tels besoins avec notamment le vieillissement de la population qu'on ne voit pas comment, notamment le régime d'assurance maladie, puisque c'est ce qui est prévu dans ce PLFSS, pourrait être excédentaire dans les années 2020, 2022, à 7 ou 8 milliards d'euros. C'est ça surtout qui peut être inquiétant, c'est la projection qui nous est proposée, qui ne correspond pas. Et c'est pour ça que je dis que si on ne fait pas des réformes de structure importantes, je pense que nous allons vers des catastrophes. Marie-Noëlle Lienemann, ensuite Guillaume Duval. Quelques éléments clés. Je partage le diagnostic sur l'état de l'hôpital public.
on va nous faire croire qu'on peut encore réduire les moyens de l'hôpital public. Alors bien sûr, à long terme ou à moyen terme, on peut penser que la chirurgie ambulatoire, la médecine ambulatoire, la télémédecine vont avoir une répercussion, qu'il faut l'organiser, mais on ne peut pas l'organiser dans un hôpital qui est déjà sous tension, qui explose de partout. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller aux urgences ou d'avoir dans votre famille des gens qui ont des maladies lourdes. On est quand même, tout le monde est à cran, il y a des délais dans certains cas inacceptables, des lits qui manquent. Bon bref, l'hôpital va mal. Et là, on nous propose d'aller encore plus loin dans la réduction des dépenses, alors qu'on ne parle jamais de nouvelles recettes. Comme si un pays qui va vieillir, un pays qui veut de la nouvelle technologie, dont on sait que certes elle fait des économies, mais tendanciellement elle a aussi une aspiration à un progrès humain qui a des coûts, comme si des recettes. On aura l'occasion de parler de la situation de l'hôpital. Des recettes, il y en a. Je m'excuse, on vient de découvrir les 20 milliards. Enfin découvrir, on le sait, mais il faut s'attaquer aux 20 milliards d'évasion fiscale. On va revenir à la hausse de la CSG avec Guillaume Duval. Je vais vous parler de choses du PLFSS. On va transformer le CICE en allègement permanent de charges. C'est très bien. On aura l'occasion de revenir au moment de l'examen de cet article. Très rapidement, Guillaume Duval, parce qu'après on n'aura plus d'autres. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a de l'argent pour pouvoir faire autre chose. Guillaume Duval, et ça sera le mot de la fin avec vous. Enfin, quand on parle PLFSS santé en particulier, je pense que le gros déficit qu'on a en France, on répare beaucoup, mais on ne fait rien pour prévenir. L'OCDE vient encore de le souligner, donc prévenir, c'est s'occuper des sucres, de la graisse, etc., de la malbouffe, et interdire ces choses-là, c'est s'occuper du diesel et des on sera vigilant sur les débats en séance qui ont débuté. Si on veut vraiment baisser les dépenses de santé, c'est ça qu'il faut faire. Merci à vous. Merci Guillaume Duval, merci Jean-Marc Daniel, merci Marine Lienemann, merci Alain Joyandet. Comme tous les lundis, c'est l'heure de la rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, Sébastien Meurant, il vient d'être élu sénateur du Val d'Oise, ancien maire de Saint-Leu-la-Forêt. C'est une commune qui s'est laissée enfermer dans le piège des emprunts toxiques. Depuis 10 ans, il se bat contre Dexia, l'ancienne banque des collectivités. Vous allez le voir, son combat est loin d'être terminé. Reportage Héloïse Grégoire. Saint-Leu-la-Forêt, 16 000 habitants, victimes des emprunts toxiques, se relèvent progressivement. Sébastien Meurant, sénateur nouvellement élu, connaît bien cette ville. Et pour cause, il était maire il y a encore 15 jours. Il y a 10 ans, son prédécesseur a signé un emprunt dit structurel à la Banque des collectivités Dexia, qui depuis a fait faillite. Au départ, le taux est contracté à seulement 0,04%, mais cet emprunt est notamment indexé sur le cours du franc suisse. La crise passée par là, les années suivantes, le taux explose à 22%. En 2008, Sébastien Meurant récupère le dossier avec stupéfaction. J'étais jeune maire en 2008. Nous avons des réunions de maires de la vallée de Montmorency. Je me souviens, la première fois, on était 15, 16 autour de la table, et je demande qui est-ce qui a des emprunts structurés dans son portefeuille de dette. Je regarde autour de la table, personne ne lève le doigt. Je dis mince, je suis vraiment gâté, mon prédécesseur m'a vraiment gâté. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui en avaient pris. Mettez-vous à la place d'un maire élu depuis longtemps, et il connaît son banquier, il a besoin d'argent. On est en 2008, les collectivités, pour continuer à fonctionner, ont besoin des banques, on a besoin de marchés financiers. Le banquier vient lui dire j'ai quelque chose de magnifique pour toi, il n'y a aucun problème, il signe. Saint-Leu-la-Forêt n'est donc pas un cas isolé. Environ 1500 collectivités seraient concernées par le scandale des emprunts toxiques. Le sénateur, maire à l'époque, a dû retarder certains projets municipaux. Faire de la politique, c'est faire des choix. Et donc on a fait le choix des bâtiments publics, des écoles. On a fait le choix de faire ce qu'on pouvait financer sans augmenter les impôts, puisque moi je suis quelqu'un qui vient, on va dire, de la droite. Et je considère qu'en France, un des principaux problèmes du pays, c'est la pression fiscale qui pèse sur les entreprises et sur les particuliers. 10 ans après ce scandale, des projets au départ mis de côté se sont enfin concrétisés, comme cette maison des associations. Ça s'est décalé de plus de 3 ans parce que on n'avait pas les sous, notamment pour faire ça. Bonjour. Venez dans les toilettes. Ah oui, installer les toilettes. Bonjour. Bonjour Ednon. Ça va? Bonjour. Bonjour. Messieurs. Ah je vais aller voir, comme ça c'est l'occasion. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
De retour à la mairie, le sénateur transmet les dossiers à son ancienne adjointe devenue maire, Sandra Billet. La commune est encore endettée à hauteur de 12 millions d'euros et les économies commencent en interne. Je ne vous cache pas que c'est évident, on a dû faire des concessions, on a dû réduire effectivement notre masse salariale et c'est donc effectivement plus sur le personnel qu'on a dû vraiment faire des économies. En refusant l'aide financière de l'État, le sénateur a pu porter plainte contre Dexia. Le dossier est désormais entre les mains de la Cour de cassation. Et Samir Meurant nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes senti démuni face à cette ancienne banque des collectivités Dexia? Alors démuni, non, mais seul, oui. Parce que lorsqu'on s'est fait forger son intime conviction, lorsqu'on a réfléchi, lorsqu'on s'est renseigné, informé, lorsqu'on a pris conseil, lorsqu'on a vu comment cela fonctionnait, je savais où je voulais aller, où je voulais emmener la commune. Par contre, seul, oui. Alors, ce que est exprimé lors du reportage, c'est que pour tous ceux qui ont signé ces emprunts, c'est comme une maladie honteuse, ça ne se dit pas, ça se cache. Et ce qui était étonnant, c'est que dans ce schéma-là, l'État aussi a essayé et ça s'en est sorti en essayant de mettre la poussière sous le tapis. Et des années après, il n'y a aucun responsable. Et ce scandale-là, c'est un scandale qui pèse 5-6 fois le Crédit Lyonnais. On parle toujours du Crédit Lyonnais 20 ans après, on ne parle pas de cela. Comment vous l'expliquez finalement, cette omerta autour de cette affaire Dexia? Alors, cette omerta, simplement, c'est que c'était le numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations qui avait monté Dexia dans les principales banques mondiales. Et vous imaginez bien les relations que peut avoir un numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations. Vous imaginez bien, c'est quand même assez surprenant que c'est dans cette période-là où le président avait déclaré, juste avant d'être président, que son ennemi était la finance. Un discours du Bourget de M. Hollande. Et au cours de ce mandat-là, l'État a fait une loi rétroactive en juillet 2014 pour invalider une décision de justice. Dans aucune démocratie moderne, on voit ce genre de choses. En juillet 2014, une décision de justice qui avait été favorable à Saint-Lô-la-Forêt, qui avait été favorable à d'autres collectivités, et cette décision a été invalidée, en fait, par une loi qui est passée en plein été et qui permettait aux banques de s'en sortir. C'est vous dire si... N'arrêtez pas le combat, hein, il y a un pourvoi en cassation. C'est votre dernier espoir? Non, pas complètement. Le dernier espoir, ça sera la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne a donc condamné une banque roumaine en septembre 2017 pour la même chose, pour des emprunts structurés. Il faut savoir qu'il n'y a qu'en France que les banques ont pu s'en sortir. Il n'y a qu'en France. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, toutes les banques ont été condamnées pour les mêmes types de produits. Donc il y a quelque chose d'anormal. C'est une question de justice, c'est une question de bon sens. Et que la banque Dexia, en l'occurrence en ce qui me concerne, soit condamnée. Pour ce qui est particulier, là récemment en 2017, puisqu'il y a des banques qui avaient vendu aussi à des particuliers ces fameux produits indexés sur des parités de monnaie, et les banques ont été condamnées. Donc dans le cas des particuliers, encore en 2017, donc par votre conséquence, pour les collectivités, ça sera la même chose, puisqu'il est avéré qu'une collectivité n'a pas de salle de marché comme une grande multinationale, et que donc la collectivité a besoin de son conseil, qui est la banque, faire crédit, c'est faire confiance. Et là, lors de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, réunie en audience solennelle, il y a des considérants qui sont absolument sidérants, puisque dans cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il est écrit que j'ai fait des études de gestion. Donc, par voie de conséquence, la ville était... C'est vous, finalement, votre mauvaise gestion qui est pointée du doigt, alors que c'était la mandature précédente. Vous avez mené ce combat en tant que maire pendant 10 ans. Vous êtes à présent sénateur. Vous avez donc renoncé à votre mandat d'élu local. Est-ce que ce combat va continuer ici au Parlement? Comment entendez-vous le mener?
Alors, je n'ai pas complètement renoncé à mon mandat d'élu local parce que je suis conseiller municipal de Saint-Lô-la-Forêt. Donc, on va poursuivre. Je vais surveiller ces dossiers-là en tant qu'élu de Saint-Lô-la-Forêt. Mais je vais poursuivre, bien sûr, mon combat contre la financiarisation de notre économie. Je crois vraiment, et malheureusement, notre président actuel a fait partie de l'équipe de M. Hollande pendant 4 ans. C'est un banquier, donc il comprend ces sujets-là. Et ce qui est choquant, c'est que donc, des années après, il n'y a aucun responsable et que toutes les autorités de contrôle, elles ont toutes failli. Elles ont toutes failli. Et là, ce qui serait quand même utile, c'est qu'on évite de recommencer ce gaspillage d'argent public. Puisque ce qui est bien expliqué, c'est que les collectivités, les hôpitaux n'ont pas pu investir puisqu'elles ont fallu rembourser les banques. Donc, celles qui s'en sortent très très bien, ce sont les banques. Vous avez pu voir les bénéfices faramineux qu'ils peuvent faire encore. Et donc moi, mon combat va continuer moi, je suis pour défendre un capitalisme industriel. Je suis quelqu'un de droite, je suis quelqu'un qui croit à la création de richesses. Et vraiment, il faut défendre le capitalisme industriel contre cette économie sauvage de la financiarisation de l'économie. Eh bien, merci d'être venu en parler sur ce plateau. Sébastien Meurant. Avant de se quitter, eh bien, la mort de l'ancien ministre communiste Jacques Ralite. Il s'est éteint hier à l'âge de 89 ans, membre du gouvernement de Pierre Mauroy, sous la présidence de François Mitterrand. Il était en charge de la santé puis de l'emploi. Il avait également été maire de Bervilliers de 84 à 2003 et sénateur de Seine-Saint-Denis. Un hommage, une minute de silence, vous le voyez sur ces images, lui a été rendu aujourd'hui. J'avais eu l'occasion moi-même de l'interviewer il y a 6 ans sur ses premiers pas au Sénat et voici ce qu'il m'avait répondu. Écoutez. Quand je suis arrivé, j'avais 3 choses dans ma musette et que je n'ai pas abandonnées pour nourrir mes interventions ou les combats auxquels j'ai participé avec mes collègues. La première, c'est que j'étais maire d'Aubervilliers et que c'est une ville qui ne vous laisse pas indifférent. Elle vous marque pour toujours. C'est une ville populaire, rude, mais tendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bon, j'avais été ministre. C'est une expérience. La santé, le travail, mais je pense surtout à la santé. On pénètre dans des milieux qu'on ne connaît pas. Résultat, après, on les combat mieux. Et puis la troisième chose, il y a un appel qui avait été signé par 174 intellectuels et artistes pour que je sois sénateur. Le Sénat, c'est aussi une assemblée intéressante parce que je trouve qu'on a plus le temps de travailler. Et précisément, quand j'étais ministre, j'ai aperçu qu'on allait plus en profondeur. Voilà, interview à revoir dans son intégralité sur notre site publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à demain, 16h30.